Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, on a décidé de revenir sur la situation au Japon. Dans un contexte où le Premier ministre japonais a la volonté de remettre en activité la plupart des réacteurs nucléaires aujourd'hui à l'arrêt, on vous rappelle qu'en effet, depuis 4 ans, le Japon produit son électricité avec 0 nucléaire. Dans un contexte où peu à peu le gouvernement japonais organise le retour des populations évacuées au lendemain de la catastrophe nucléaire de Fukushima vers leur lieu de résidence d'origine, sur des territoires soi-disant décontaminés. Dans un contexte où tous les efforts sont faits par les institutions internationales qui gèrent l'activité nucléaire dans le monde afin de banaliser les dangers avérés de cette industrie et de prétendre à une normalisation de la situation à Fukushima. Dans ce contexte donc s'est tenu à Tokyo le 14 juin dernier un séminaire qui avait pour sujet la communication sur le risque ou les risques de la communication avec des questionnements suivants. Doit-on se soumettre à la société de la menace ? Doit-on accepter la société du risque ? La responsable scientifique de ce séminaire est avec nous aujourd'hui depuis le Japon pour nous faire partager les échanges qui ont eu lieu à cette occasion et plus particulièrement développer la notion de communication sur le risque. Donc Cécile Azanuma-Brice est chercheuse en sociologie urbaine associée au centre de recherche de la maison franco-japonaise de Tokyo et au laboratoire Clercé de l'université de Lille. Elle est également directrice adjointe du bureau du CNRS à Tokyo. Elle s'est tout particulièrement intéressée au déplacement des populations après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour parler avec nous donc de la communication sur le risque. Vous dites observer depuis 2 ans la résurgence de la communication sur le risque. Alors peut-être on va commencer par une définition de cette notion. Oui, d'abord juste un petit rappel qui était l'introduction de ce séminaire qui m'a semblé important d'organiser maintenant, parce que c'est maintenant que les choses se décident, via la communication justement, et que c'est un outil qui est fondamental, et on a tendance à l'oublier, et il est fondamental parce que c'est lui qui nous dirige sans que l'on en ait forcément conscience. Donc le but du jeu, c'était de faire prendre conscience justement aux gens et puis de les aider à décoder toute cette communication. Alors effectivement, voilà 2 années qu'on observe la résurgence de la communication sur le risque, alors que l'un des plus gros risques engendrés par une activité humaine s'est concrétisé par la catastrophe de 2011, soit l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et par une alchimie rhétorique énigmatique, les risques produits par l'homme et ceux engendrés par la nature ont été fondus en une seule catégorie, le risque. Alors, réfléchir sur la gestion des causes ne semble pas à l'ordre du jour. Il serait désormais de notre devoir d'admettre que nous vivons dans la société du risque, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ulrich Beck, société dans laquelle l'état d'exception menace d'y devenir un état normal. Donc les questions qu'on s'est proposé de mettre sur la table pendant ce symposium, ça a été quel est le rôle de la communication du risque aujourd'hui ? À qui est-elle destinée ? Dans quel but ? La communication sur le risque est-elle un outil d'information ou bien un outil de protection, soit d'acceptation ou bien au contraire d'asservissement ?
Donc, qu'est-ce que c'est que cette communication du risque? Eh bien, d'abord, cette communication du risque, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une composante de la gestion des risques. Donc, ça veut dire qu'elle a pour but de sensibiliser le public, d'induire suffisamment tôt des réactions individuelles, de précaution, de prévention, afin d'accélérer le retour à la normale après un désastre, qu'il soit naturel ou industriel. Mais le problème dans la situation présente est que la plupart des informations véhiculées sur lesquelles est censée se fonder la communication du risque sont orientées pour justifier des décisions politiques qui, elles, ne sont pas toujours destinées à protéger la population, mais peuvent avoir d'autres motivations estimées prioritaires, comme par exemple le maintien de l'économie de marché. Le discours qui est alors tenu est que le maintien à flot de l'économie d'un pays serait la condition sine qua non et aboutirait à terme à en protéger la population. Or, nul ne peut néanmoins aujourd'hui nier que cela fait fi de la question de la répartition des richesses qui ne cesse de se déséquilibrer. Or, dans nos sociétés industrielles, ceux qui prennent le risque de voir leurs terres salies sont rarement ceux qui bénéficient de l'apport économique engendré par la prise de risque. Par ailleurs, définir la communication du risque comme une composante de la gestion de risque, c'est prétendre à la possibilité de la gestion des risques. Et cela induit donc que l'on estime le risque comme commensurable, comme quelque chose qui est mesurable, alors qu'il ne l'est pas. Si l'on prend pour exemple l'explosion d'une centrale nucléaire, les conséquences, qu'elles soient environnementales, humaines et autres, sont tellement énormes qu'il est impossible de les mesurer et par là même de les contrôler. Donc la communication du risque se base sur deux a priori. Le premier est que le risque est donc commensurable, mesurable et peut être contrôlé. Et le second, c'est que nous sommes dans une société du risque et qu'il n'y aurait qu'à accepter cette situation. Alors pour revenir un petit peu sur les propos d'Ulrich Beck, qu'est-ce qu'il nous dit Ulrich Beck dans son ouvrage? Il nous dit que cette société du risque, c'est un paradigme. Alors un paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation du monde, soit une manière de voir les choses, un modèle qui serait cohérent de vision du monde, qui repose sur une base définie, que ce soit une matrice disciplinaire, un modèle théorique ou un courant de pensée. Donc c'est une forme de rail de la pensée dont les lois ne doivent pas être confondues avec celles d'un autre paradigme. Et aujourd'hui, ça se rapprocherait plutôt, dans le cas présent, de la doctrine. Et face au risque industriel, nos populations ont aujourd'hui brandi la menace économique. Ça peut être, par exemple, la perte d'emploi. On entend souvent parler de ça en France. Néanmoins, la menace du risque lui-même, en soi, reste intègre. Et le risque nucléaire n'est pas commensurable et ne peut être contrôlé en ce que ce qu'il touche est bien trop multiple. Donc le problème aujourd'hui avec la communication du risque est que l'on tend, un, à l'acceptation de ce risque, deux, au déplacement du risque. C'est-à-dire qu'on dit risquer des situations qui ne sont pas celles du risque réel ou que l'on veut traiter maintenant. Donc on communique sur le risque toujours dans la perspective de faire accepter ce risque et par là même de déplacer la responsabilité, et ça c'est un autre point important, la responsabilité de sa gestion, non pas sur les producteurs du risque, dans le cas du nucléaire, mais sur ses victimes. Et alors là, ça rejoint toute une autre problématique que je développerai un petit peu plus tard sur l'empowerment, qui est notamment un des thèmes premiers de COP 21 qui se déroulera donc en décembre à Paris, soit l'engagement des personnes concernées, en faisant croire aux gens qu'elles peuvent avoir un rôle à jouer dans la prise de décision, alors qu'en fait, elles ne l'ont pas. Et là, on est bien dans le déplacement de la prise de responsabilité de la gestion des conséquences d'un accident. Donc, comment ça s'est très très concrètement mis en place ici? Eh bien, en 2014, le gouvernement japonais a consacré un budget absolument phénoménal à la communication du risque. Et ce budget avait pour titre budget sur la communication du risque
pour le retour. Pour le retour dans les zones qui ont été évacuées à Fukushima. Donc, ça ne pouvait pas être plus clair, hein. Encore une fois, rien n'est caché et c'est bien là en même temps l'aspect vicieux de tout ce qui se passe ici. Alors, ce budget a été ventilé dans tous les ministères et ça a donc donné des fonds pour toute la campagne sur Manger Fukushima par exemple, mais également sur les workshops qui ont été organisés sur le cancer dans les écoles primaires, où on dit aux enfants qu'évidemment il ne faut surtout pas fumer et pas boire d'alcool parce que ça aide à développer un cancer, ce qu'on sait, ce qui est évident, hein, ce qui n'est pas à nier. Enfin, en même temps, à Fukushima, on peut se demander si c'est le problème premier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la communication du risque a pour but de nous faire accepter l'idée d'un prochain accident, car on sait que si on opte aujourd'hui pour une poursuite du nucléaire, il y aura un prochain accident. Et donc le but est de préparer la gestion en amont. Donc pour ça, le but du jeu, ça a été de aussi ranger tout au plus vite, hein. Ça, je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes articles, dans plusieurs présentations, donc je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas revenir dessus en détail. Et en même temps, c'est tellement important que juste pour le citer très très rapidement, ça a été d'abord d'éviter de vastes mouvements de population de réfugiés via une manipulation psychologique assez étonnante, qui est passée par tous les discours sur la résilience, par la sous-estimation du nombre de réfugiés, etc., etc. Et là, on est depuis. Excusez-moi. Non, je voulais dire depuis quelques jours là, on annonce le retour des populations dans une ville qui s'appelle Nara, qui est à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima. Oui. Hein, c'est 7000 personnes qui doivent revenir. Oui. Dans une situation où à Fukushima, enfin dans la centrale, on ne sait pas où sont les cœurs fondus, ça continue voilà, dans des situations. Là, est-ce qu'on met la population en péril? On est même plus dans le risque, là, on est dans le danger. Enfin, c'est. Oui, on est clairement dans le danger. Je vous rappelle que la route nationale qui passe devant la centrale a également été réouverte avec des taux. En fait, c'est toujours pas caché, hein, et c'est toujours là que c'est assez étonnant, qui sont absolument épouvantables, avec des panneaux qui mesurent ces taux et les affichent, hein, et donc on laisse passer les gens là. Alors, je vais revenir un petit peu sur les aspects plus théoriques, parce que finalement, on a une situation concrète, mais une situation concrète qu'il faut élargir afin qu'on comprenne bien que ça peut tous nous concerner, que ce n'est pas un problème proprement japonais. D'ailleurs, j'ai assisté le mois dernier à un workshop de l'ICRP qui s'est déroulé à Fukushima. Et ce que j'ai noté, notamment dans les changements de vocabulaire qui étaient utilisés, c'est que dorénavant, on ne parlait plus de victimes, mais on parle de personnes affectées. Mmh. Et alors, c'est assez intéressant parce que tout ce qui renvoie à l'affect s'oppose à l'intellect, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il y a de caché derrière tous ces mots, c'est de dire que pour lutter contre contre tous ces préjugés qui seraient affectifs, hein, et non pas un raisonnement intellectuel établi, sûr, eh bien, il s'agirait de donner la bonne éducation au petit peuple sur la radioactivité. Mais d'un autre côté, et c'est en ça que leur discours ne se tient pas, on nous dit et on nous répète en permanence que, de toute façon, par exemple, sur la faible radioactivité,
On ne sait pas, on n'a pas de données on ne peut rien prouver. Je vous rappelle, cela dit, qu'il y a enfin un rapport qui vient d'être produit par WHO qui, cette fois, prouve assez clairement les conséquences sanitaires d'un environnement en deçà de 100 millisieverts. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour nos auditeurs, parce que là, bon, tout le monde n'est pas au courant des sigles. Donc oui. La CIPR, c'est la Commission internationale de protection contre les rayonnements, dont on parle très souvent ici, qui est chargée de façon internationale d'établir les doses, hein, et qui a créé un modèle pour expliquer qu'en fait, il n'y avait pas de problème sanitaire. Hein. Ça, et qui interviennent beaucoup, effectivement, depuis la catastrophe de Fukushima. Et WHO, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'était une petite précision. D'accord. Donc, tout le discours qu'il y a eu durant ce workshop a fait écho, encore une fois, au discours qui est affiché en présentation du COP 21. Donc, il faut absolument faire en sorte que toutes les personnes concernées soient prises en compte, que l'on écoute le peuple. On ne pourra pas avancer si on n'écoute pas les gens, etc., etc. Ce qui part plutôt d'un bon sentiment, sauf que, encore une fois, le but semble plus de déplacer la responsabilité, de faire des conséquences de l'action, aussi imprévisibles et éloignées des intentions de l'acteur soit-elle, l'unique critère. Et ça, c'est encore un problème fondamental. Car dans la pratique, l'objectif visé semble moins de permettre la participation et la prise en compte des besoins des habitants, afin de créer un environnement leur permettant une liberté de choix possible, que de leur faire accepter les nouvelles réformes. Pour ça, des structures pilotes sont mises en place. Ça, c'est pas nouveau. En France, ça existe déjà depuis longtemps. Des structures qui ont pour objectif de faire passer la doctrine. Alors, comme vous me le rappeliez tout à l'heure, il y a eu l'annonce par voie de presse de l'arrêt des subventions au logement. Donc, je ne sais pas jusqu'où je dois remonter dans le temps, mais je vous rappelle que les personnes qui ont fui les territoires salis par la radioactivité suite à l'explosion de la centrale nucléaire de TEPCO Fukushima d'Haïti ont été classées en deux types. D'abord, les 80 000 habitants en provenance des 11 communes de la zone d'évacuation et ceux qui ont migré de leur propre initiative à défaut de recevoir des directives gouvernementales qui auraient pu les protéger. Soit donc la zone d'évacuation autour de la centrale qui était de 20-30 km, ne recouvrant qu'une partie dérisoire de la zone contaminée, comme on le sait. Nos sociétés qui produisent l'illusion du contrôle des désastres sociaux, naturels et humains par la mesure deviennent, pour ce faire, des sociétés productrices de castes. Ainsi, une nouvelle catégorie a vu le jour pour déterminer ces personnes désormais désignées sous le terme de réfugiés volontaires. Et il est bien difficile d'appréhender leur nombre exact, puisque la plupart d'entre eux ne se sont pas soumis, donc je le rappelais tout à l'heure, au système d'enregistrement préfectoral qui leur faisait perdre des droits. Ils sont néanmoins officiellement évalués à 36 000 personnes en mai 2015. Et pour rappel, le gouvernement japonais fait état au total de 118 812 personnes déplacées, dont 73 000 à l'intérieur du département de Fukushima et 46 000 à l'extérieur, en gros, hein, ce qui représente une baisse puisque les mêmes statistiques officielles affichaient 160 000 personnes déplacées en 2011, quelques mois après la catastrophe. Donc sans distinction pour ceux que le gouvernement a désignés comme réfugiés volontaires ou non, la préfecture de Fukushima, obéissant à la loi de secours en cas de désastre, leur a mis à disposition gratuitement des logements provisoires en préfabriqué, soit 16 800 unités pour simplement le département de Fukushima, ainsi que des appartements qui relèvent, eux, du secteur privé.
Ça concerne environ 25 500 logements. Or, la limite de résidence dans ces logements est de 2 ans, à la limite légale, qui est actuellement prolongée d'année en année par à-coup d'1 an. Et la préfecture a donc annoncé par voie de presse le 17 mai 2015, donc c'est très récent, la cessation de ce système de gratuité des logements dans le parc privé, qui s'appliquerait donc en mars 2017, soulevant un vent de protestation au sein de la population réfugiée. Donc, la possibilité pour les personnes ayant reçu l'ordre de se réfugier par le gouvernement de continuer à bénéficier la gratuité de leur logement serait en cours de discussion. Il y a énormément de protestations en ce moment sur ce sujet. Alors, ce qui est un peu paradoxal, si vous voulez, c'est que si le gouvernement est effectivement à l'origine de cette décision qui fait suite à l'annonce de la réouverture quasi totale à l'habitat de la zone d'évacuation en 2017, en vue de l'accueil des Jeux Olympiques, qui aura lieu en même temps. Je vous rappelle aussi que ça fait partie de la communication du risque, c'est de dire que puisque on peut ouvrir le pays à l'accueil des Jeux Olympiques, eh bien ça veut bien dire qu'il n'y a plus de risque et qu'on peut le faire. Donc c'est comme ça que s'instaure la communication sur le risque. Donc il y a en plus une partie des communes victimes du désastre qui ont demandé à la préfecture d'agir pour mettre fin à la politique d'approvisionnement en logement, la seule en place permettant le refuge. Alors comment motivent-elles leur position ? Eh bien par la volonté de faire revenir leur population sur leur lieu d'habitation. Elles considèrent que la gratuité des logements freine le retour des migrants dans leur commune d'origine, par là même freine la reconstruction possible et leur permet donc aux migrants de développer de nouvelles attaches dans leur commune d'accueil, ébranlant d'autant un éventuel projet de nouveau départ, si vous voulez, alors que de nombreuses enquêtes ont montré que les habitants, eux, estiment ne pas pouvoir retourner vivre dans leur commune d'origine et aimeraient bien qu'enfin on puisse leur permettre de recommencer leur vie. Enfin, de continuer en tous les cas. Comment revenir dans un endroit où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de travail, et où on vit dans un danger permanent de la radioactivité. Je crois que c'est important aussi de rappeler que là, on est dans des taux de radioactivité dits acceptables, qui sont à 20 millisieverts, alors qu'en France, ce qui est acceptable, c'est 1 millisievert. Et que 20 millisieverts, c'est la dose acceptable. Je mets acceptable entre guillemets parce qu'évidemment, il n'y a pas de dose acceptable, mais 20 millisieverts, c'est la dose pour les travailleurs du nucléaire. Donc, on est dans ces limites-là avec tout un discours sur le fait qu'à 100 millisieverts, de toute façon, ça passe, c'est bon, quoi. Donc, c'est en ça que le rapport qui vient d'être publié, donc de l'Organisation mondiale de la santé est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que donc il prouve, il met, si vous voulez, il permet de détruire tout ce discours qui a été monté depuis 2 ans, quand de ça, enfin depuis 2 ans, depuis plus même, oui. Qu'en deçà de 100 millisieverts, il n'y aurait aucune conséquence sanitaire. Alors en amont de ces positions se trouve la détermination donc, à rouvrir coûte que coûte la zone évacuée, suite donc à une décision qui est uniquement politique, qui ne peut pas se justifier de façon épidémiologique, du gouvernement japonais de poursuivre le nucléaire, bien sûr, aidé par d'autres États à l'international. Il ne s'agit pas uniquement d'une position... Oui. On est bien placé en France, oui. Japonais qui jouerait les Don Quichotte. Et donc, il s'agit de montrer qu'un gouvernement est capable de gérer un désastre nucléaire. C'est ça, en fait, le but du jeu, en mimant sa gestion, combien même cela ressortirait de l'illusion la plus totale. Et la politique de décontamination colossale n'est qu'une calamité supplémentaire au regard des dégâts qu'elle engendre, alors que son efficacité n'est que partielle, parce que je vous rappelle que
n'importe qui peut le comprendre. Il est absolument impossible de nettoyer la totalité des feuillages, des montagnes, des cours d'eau, etc. C'est absolument inconcevable. Et donc des tonnes de déchets contaminés sont entreposés toujours et encore dans des sacs en partie déchirés en bord de mer qui n'attendent que le prochain tsunami pour se répandre de nouveau sur le continent. Par ailleurs, un autre point qu'il est important de souligner, j'avais fait un premier bilan en décembre 2014 du nombre de victimes de cette gestion, aussi désastreuse que le désastre lui-même, qui comptabilisait 1170 décès relatifs à l'explosion de la centrale nucléaire de TEPCO. S'opposant donc aux rumeurs véhiculées par certains chercheurs, notamment de l'Université médicale de Fukushima, selon lesquelles les cas de dépression et de suicide se multiplieraient au sein de la population réfugiée en raison de l'éloignement de leur pays natal, eh bien, il y a une enquête qui vient d'être menée, qui vient d'être publiée par le professeur Takuya Tsujiuchi, qui est directeur de l'Institut d'anthropologie médicale sur la reconstruction des désastres de l'université de Waseda. C'est pas une petite université au Japon. Alors, son étude concerne 16 000 personnes réfugiées et montre que plus de 40% d'entre elles seraient atteintes de PTSD, donc Post-Traumatic Stress Disorder, soit des troubles de stress post-traumatiques. Et cette enquête a permis de montrer que le nombre de personnes traumatisées était équivalent entre les personnes qui ont reçu l'ordre de se réfugier et celles qui se sont réfugiées volontairement. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce professeur qui a rendu son rapport public via la NHK le 27 mai 2015 ? Il précise que contraindre ces personnes au retour à la vie sur le lieu générateur du désordre psychologique, alors même que, comme vous le disiez, cet environnement reste instable en raison du taux de contamination et de l'état de la centrale nucléaire qui est en déliquescence, et on sait que ça ne va pas aller en mieux, oui. aurait des conséquences absolument dramatiques. Et celui-ci précise qu'à la différence des résultats des tests post-traumatiques effectués après de simples tremblements de terre, il ressort de cette enquête que les victimes ne sont pas confrontées à un simple stress dans la gestion de leur vie quotidienne, mais ressentent une véritable angoisse de mort face à la menace nucléaire. Donc, selon ce professeur, aujourd'hui, et là je reprends ces termes, on fait comme si la catastrophe avait pris fin, alors que ça n'est pas le cas. On coupe l'aide au logement, puis l'indemnité pour préjudice nerveux, puis les compensations financières pour perte de biens, etc., etc. Et il n'y aura bientôt plus aucune aide. Donc la situation est absolument dramatique et extrêmement dangereuse. Cécile, je voulais juste vous dire oui. Qu'il nous reste, comme on est minuté très précisément, il nous reste 4 minutes. D'accord, mais voilà. je vais conclure. Juste pour rappeler que les réfugiés volontaires sont pour la plupart des familles, je vous le rappelle, monoparentales, qui s'inquiètent donc des conséquences sanitaires qu'engendrerait l'éducation de leurs enfants dans des territoires encore contaminés. La perte des aides de logement accentuerait d'autant leur vulnérabilité déjà grande, et des associations de juristes aujourd'hui protestent en arguant notamment du fait que la loi limite à 2 ans la vie dans des logements d'urgence, mais qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de logements d'urgence, mais de logements comme tout autre. Alors, pour conclure, je voudrais reprendre les termes d'Ulrich Beck qui tombe à propos, me semble-t-il, et qui nous dit « Les sociétés du risque placent uniformément l'humanité dans une situation où elle se met en péril elle-même par l'intermédiaire de la civilisation. » Et cet exemple nous montre comment ce processus d'autodestruction se met en place dans nos sociétés qui n'ont pourtant de cesse de vanter leur niveau civilisationnel via le développement du système de protection économique qui les soutient. De production économique, qui les soutient. Ainsi, le gouvernement japonais appelle au retour à la vie dans les territoires contaminés, tout en refusant un investissement massif dans la reconstruction d'une campagne dépeuplée qu'il avait déjà abandonnée au profit de la rentabilité économique urbaine.
Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup. Cécile, on va rappeler peut-être qu'on peut réécouter, on a fait une émission à laquelle vous avez participé pour le 11 mars 2015, voilà, avec beaucoup d'invités sur la situation à Fukushima. Une émission qui dure 3 heures, qui est assez intéressante, qu'on peut retrouver sur notre blog, donc du collectif Antinucléaire 13. Et puis, je recommande aussi un article qui... bon, vous êtes cité, qui est paru là, le 4 juillet, un article Mediapart qui s'intitule Fukushima 4 ans après, les réfugiés de l'atome forcés au retour en zone contaminée, qui est assez bien fait, je trouve. Et puis, on va remercier Tiffaine à la technique, et on va dire qu'on se retrouve pour notre part dans 15 jours. Je parlerai japonais et qui serait intéressé par le contenu du symposium. Il se trouve que le symposium a été mis en ligne sur le site de la Maison franco-japonaise et qu'il est donc accessible à tous ceux qui parlent japonais. En japonais. Et il va être traduit? Non. Ouais. Quand vous aurez 5 minutes. A priori, non. Bon, on va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui peut nous faire une traduction, ce serait intéressant. En tout cas, on mettra évidemment cette émission sur notre site, et on vous souhaite beaucoup de courage avec la situation au Japon en ce moment. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On a normalement un jingle de fin, mais c'est pas grave. Merci Tiffaine.